Hervé Dujardin, donc on va pas parler de radio associative, je vais parler de radio de catégorie A, que vous représentez, qui accomplissent des missions de communication sociale, de proximité, qui favorisent les échanges. Quelle est la traduction de ces missions en termes de programme et en termes de contenu aujourd'hui? Bien, ça fait 30 ans que ça dure, la petite voix de l'associative se fait entendre, après tout le monde, sans qui finalement... il n'aurait pas pu être là pour la majeure partie s'il n'y avait pas eu ce mouvement. Il faut quand même le rappeler, remettre les choses à la place. J'ai entendu quelque chose et très vite, je vais réagir sur 2 points avant de vous expliquer. Je serai très court, je tiens en 5 minutes. Les radios associatives, c'est déjà une réponse. On ne donne pas la sensation ou l'impression de l'auditeur de s'emparer de la radio, il s'empare de la radio. Voilà, c'est la différence. Vous avez parlé d'impression, de sensation. Chez nous, ils viennent. Vous avez parlé de la consommation également de la radio sur divers supports, chez nous aussi. Ils consomment la radio de façon différente, mais surtout ils contribuent à la réaliser. Nous sommes des radios de paradoxe depuis 30 ans, parce que la radio c'est le média de l'instantanéité, et nous on fait de la radio qui demande du temps. On a besoin de temps, un temps qui ne presse pas, un temps qui ne chahute pas, un temps qui laisse simplement le temps à la pensée de s'élaborer, sans contrainte, mais avec nécessité pour pouvoir être exprimé. Alors effectivement, la loi précise que nous avons une mission de communication sociale de proximité. Cela s'entend entre autres comme le fait justement de donner la parole à ceux qui ne l'ont pas ailleurs. Très vite, collège, école, lycée, faculté, centres sociaux, artistes en émergence, monde associatif, acteurs et usagers des services de proximité, les élus de collectivités locales, et on fait ce travail aussi bien en milieu rural qu'en zone urbaine. Alors, il n'est pas rare que nos radios soient du reste également des structures, outils pour d'autres structures capables d'accompagner la personne vers un retour vers la dignité ou confiance en soi. Nos associations font finalement parfois des outils sociaux à finalité radiophonique, ça en fait quand même quelque chose de tout à fait spécifique. Évidemment, leur impact ne peut être mesuré qu'en termes de médiamétrie. Il doit être apprécié à l'aune du service rendu, de la parole différente exprimée et de l'engagement militant qui est consacré. Je vous invite du reste à regarder un superbe reportage, si vous avez l'occasion de le voir, ça s'appelle Les Entonnoirs. C'est un magnifique documentaire réalisé par Marine Place qui illustre la réalisation d'une émission en milieu ouvert avec un public de patients schizophrènes et leurs aidants. Et voilà, toutes les semaines... On peut voir où ? Mais il faut taper sur Internet parce que ça sert à ça. Pour l'instant, c'est pas libre de droit de diffusion. Donc voilà, on l'a diffusé au cours de notre dernier congrès qui vient de se terminer à Lille. Voilà, et on s'aperçoit du côté thérapeutique de la radio auprès de ces patients. Il n'y a que les radios associatives qui sont capables de s'embarquer dans de telles aventures, je pense. Et ça fait maintenant plus de 6 ans que ça dure. Ils ont entre autres interviewé Frédéric Mitterrand alors qu'il était ministre de la Culture. Voilà, et lui ont simplement... fait des suggestions, enfin d'interviews, de bouquins à lire. Je trouve ça grandiose. Ils ont eu voilà, et on peut entendre ça chez nous et pas forcément ailleurs. La proximité, c'est la volonté de traiter localement également des sujets d'intérêt nationaux, voire mondiaux parfois. Je prends l'exemple du réchauffement climatique, on nous en parle beaucoup. Si vous en parlez en évoquant ses effets sur des zones écologiques connues de l'auditeur, vous allez avoir un autre message. On a la vocation à informer différemment. Et finalement, à l'heure où, quand une porte claque à Washington, ça résonne jusqu'à Bruxelles, nous, on a simplement la prétention de réduire la distance qui sépare Kyoto de Paris. C'est difficile à mettre en œuvre, et pourtant, je vous assure qu'on y arrive. Nos voix se font entendre au coin de la rue, au fond des bois, dans le fond des lacs, aux portes des usines, au pied des réacteurs nucléaires. Simplement pour entendre, comprendre et débattre. Des magazines, des reportages, des documentaires, des interviews, de la création radiophonique, ce ne sont pas forcément ce qu'on appelle les canons de la radio. Là où on sait que c'est bankable, on va faire de l'audience. Peu importe, ils sont en adéquation avec l'objet poursuivi, la communication sociale de proximité. Nos radios sont bien généralement également des lieux d'expérimentation. Elles sont pour la plupart porteuses des valeurs des mouvements d'éducation populaire. Et il y a quelques-uns de ces préceptes qui sont des fondamentaux, parmi lesquels la transmission, l'apprentissage réciproque, mais également
Le droit à l'erreur, vous savez, ce droit incroyable aujourd'hui en 2013, on a le droit de se tromper. Du moment où finalement, après, on revient sur cette erreur pour transformer l'essai en une belle réussite. Ainsi, nos radios produisent et diffusent des programmes réalisés par des bénévoles qui parfois ensuite embrassent une carrière professionnelle. Aujourd'hui, 2800 salariés dans les radios associatives. Aujourd'hui, si on faisait le total de tous ceux qui travaillent aujourd'hui sur les autres médias, télé, radio confondus, et qui ont débuté simplement par une expérience bénévole dans une association, je crois que le chiffre serait tout à fait interpellant. Et puis, il y a la majorité des bénévoles amateurs, dans le sens étymologique. Les amateurs, c'est ceux qui aiment la radio et qui pratiquent la radio. Ils se retrouvent chez nous pour partager des centres d'intérêt au sein d'associations qui expriment et adoptent une ligne éditoriale, une ligne cultuelle parfois, avec une couleur artistique qui ne se définit pas simplement en fonction des titres diffusés à l'antenne, mais qui est beaucoup plus large. Et c'est pas parce que on est plus large que ça qu'on refuse toute logique de programmation. Mais notre logique de programmation, c'est pas forcément sélector. Elle est simplement adaptée à l'objet de nos radios et surtout au regard des territoires qu'elles irriguent. Et si je parle de territoire, c'est volontairement pour ne pas parler de cible. Voilà. Évidemment que nos radios ont vocation à être entendues, à être écoutées. Ça sert à ça, une radio. Mais en même temps, la défense du milieu culturel, la défense du vivre ensemble ne peut tomber dans la facilité qui pourrait mener à une recherche absolue de la plus grande audience. Blues, musique actuelle, métal, musique baroque, jazz, musique des mondes. Sans nous, où ces radios pourraient-elles être diffusées, mais surtout se mêler, s'entremêler, se croiser sur une même antenne? Parmi vos missions, Hervé, il y a également la lutte contre l'exclusion. Là encore, ce que j'ai envie de vous demander, c'est comment ça se concrétise dans les programmes de vos radios? La lutte par l'exclusion, c'est simplement de travailler avec les acteurs sociaux, de leur dire j'ai un outil, tu viens, tu t'en empares, et avec le public que tu accompagnes, tu vas produire et on va écouter la parole, donner la parole à des allocataires du RSA sur les politiques de dématérialisation quand ils n'ont même pas le moyen de se payer un abonnement Internet. Exemple tout simple. Et on vient et on en débat. Et on fait venir la collectivité locale qui n'est pas fichue de mettre au point et en place un cybercentre ou encore simplement les services de proximité qui vont permettre le déplacement vers le cybercentre quand il existe. Ben, c'est tout ça, c'est du travail local. C'est en tout petit, mais ça répond à de vraies problématiques. Voilà, la politique d'accompagnement de ces structures, la volonté. On est également des lieux d'expression du pouvoir, mais également du contre-pouvoir. C'est vrai. Et parfois, on peut même pousser jusqu'à la désobéissance civile. Moi, je travaille, par exemple, dans le Nord-Pas-de-Calais, du côté des Nains-Beaumont. Voilà, je vous assure que c'est chaud. On travaille également sur Calais, où il se passe des choses, où il faut qu'on parle de ce qui se passe à Calais. Et on s'empare de nos antennes. Oui, on est des médias revendicatifs, mais en même temps, si on n'avait pas été dans la désobéissance civile à la fin des années 70, on ne serait pas là aujourd'hui. Donc c'est important de maintenir et de continuer tout ça. Alors forcément, ça demande des moyens. Il y a de l'engagement derrière tout ça, il y a du militantisme. Et vous allez me dire, ouais, mais ça demande de l'argent. Mais évidemment, mais je suis dans un pays où j'ai le droit d'être d'accord ou de ne pas être d'accord, d'aimer, de ne pas aimer. J'ai également le droit de l'exprimer. Le CSA, le ministère de la Culture et de la Communication sont vraiment des partenaires pour nous importants. Ils ont compris le sens de nos missions. Aujourd'hui, si la liberté d'expression dans ce pays doit être maintenue, il faut que la puissance publique nous accompagne financièrement à la hauteur de notre mission et de l'importance qu'elle lui accorde. Très bien. Vous êtes entendu. Je rappelle que l'objectif de ces assises de la radio, c'est pour le ministère de la Culture et de la Communication, pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel, de vous entendre et d'entendre vos attentes et vos questions.